Madame, monsieur, bonjour et merci d'être avec nous. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre livraison de droits de réponse sur l'Equinox Télévision cette semaine. Visite annoncée de Paul Biya en France. L'information a enflammé les journaux cette semaine. On va le voir dans la revue de la presse tout à l'heure. Seulement, contrairement à la presse publique qui psalmodie cette annonce, la presse indépendante, quant à elle, est restée sceptique et même dubitative. La rencontre de tous les dangers pour le journal Anecdote, les patates chaudes pour le quotidien Le Messager, aucun enjeu pour mutation. Qu'est-ce qui fonde autant de réactions dans la presse? Quelle est la nature de la visite du président Biya en France? Visite officielle, visite d'État, visite de travail ou alors visite d'amitié. La présence du président camerounais en France sera-t-elle sanctionnée par un tête-à-tête avec le président français? Des journaux spéculent. Est-ce également de la spéculation que de croire que cette fois-ci des poursuites ne seront pas abandonnées contre Yves Michel Fotso après que le condamné dans l'affaire de l'achat de l'avion présidentiel a choisi de restituer ce qu'il considère comme étant sa part dans la cause? Dans tous les cas, Aurore Plus est certain que l'infortuné n'aura pas gain de cause. Et qu'est-ce qui fonde donc la conviction de ce journal qui a posé une plume critique sur cette actualité, contrairement à d'autres journaux qui n'ont souffert que de reprendre en cœur le geste de Yves Michel Fotso? Ce remboursement de près de 900 millions de francs CFA a fait autant les choux gras de la presse cette semaine que les sécurités criardes qui sévit au quartier Mimboman, un quartier de la ville de Yaoundé, où des corps de jeunes filles sans vie y sont découverts depuis plusieurs semaines. Dans le cas d'espèce, la presse a-t-elle joué utile? N'a-t-elle pas entretenu la psychose dans ce quartier? Ne fallait-il pas y passer pour booster la réaction des pouvoirs publics? Madame, monsieur, voilà autant de préoccupations que nous nous proposons de partager avec vous cette semaine, mais surtout avec nos invités qui sont déjà sur le plateau. Nous aurons donc à cette autre livraison de droits de réponse sur l'Equinox Télévision le docteur Sostène Fouda. Bonjour. Bonjour aux téléspectateurs d'Equinox TV. Je profite de l'occasion qui m'est offerte pour présenter à nouveau mes vœux les meilleurs à la nation camerounaise et surtout à tous ceux qui regardent Equinox TV. Vous savez que les occasions comme celle-ci nous sont toujours données pour nous permettre en réalité de nous rapprocher des populations, de pouvoir faire le travail qui est le nôtre, celui d'expliquer en sa Voilà, vous êtes sociopolitiste et puis on a remarqué votre présence dans la cause de Vanessa Tchatchou. Où est-ce qu'on en est maintenant? Écoutez, je pense tout simplement que la cause dite Vanessa Tchatchou aujourd'hui rejaillit dans tout ce qui se passe dans notre pays. Dans un pays, quand on ignore le cri, la douleur de l'enfantement, alors on a les filles Epagna, on a Elisabeth Ngoron, et par la suite, on a ce qui se passe au quartier Mimboman. Je pense que nous aurons l'occasion d'en reparler. En fait, c'est un système qui monte en puissance. Quand un peuple, quand une nation décide de ne plus vivre des émotions communes, quand un peuple décide d'ignorer la douleur de l'autre, alors effectivement, on va vers ce que nous connaissons aujourd'hui. Merci. Bidon Saint-Éloi, bonjour. Bonjour Fédéral. Merci de nous avoir retrouvés sur ce plateau. Vous êtes un acteur de la scène politique camerounaise, vous êtes un juriste de formation, vous militez dans les rangs du RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le parti au pouvoir. Merci Fédéral pour l'occasion que vous me donnez à prendre part sur votre plateau, à votre prestigieuse émission. Merci beaucoup. Suzanne Kalalobe, bonjour. Bonjour Fénelon. Vous ne tarissez pas de rire. Je suis très contente de vous retrouver. 2 fois par mois, ça fait du bien. Merci d'avoir accepté ce plateau. Nous aurons également un avocat au cours de cette émission, Maître Jules Bignum, avocat au barreau du Cameroun. Madame, monsieur, pour vous rafraîchir la mémoire, voici comment est-ce que la presse a traité de l'actualité qui fait débat sur le plateau de droits de réponse cette semaine. Ce sera avec Pierre avec Djuromban. Bonjour. Bonjour, Joseph Fénelon Maobsen. Mimboman, le quartier de Yaoundé est devenu en l'espace de quelque temps le coin le plus médiatisé de la cité capitale politique Yaoundé. La découverte des corps inertes de jeunes femmes dans cette partie
du pays a sonné l'alerte dans la presse, chaque tabloïd faisant dans un style propre écho de ce mauvais vent qui souffle à Mimboman. La sonnette d'alarme est tirée de l'anecdote qui pense qu'il ne reste plus qu'une chasse croisée soit lancée contre ces brigands qui ont décidé de s'attaquer au sexe faible en perpétrant, comme l'indique la nouvelle expression, par des viols, meurtres et enlèvements. La situation est alarmante, crie le journal, car la cote d'alerte est atteinte. C'est déjà près d'une vingtaine de corps et de disparus que le quartier Mimboman a enregistré en moins de 2 mois. Et Ouest Littoral qui craint que le Cameroun soit atteint du syndrome gabonais, car ici les crimes rituels se multiplient dans la capitale politique à l'approche des échéances électorales. Ils sont, pense le journal, sans rappeler les multiples scandales ayant récemment secoué la classe politique gabonaise. Mutation qui note désormais que c'est la psychose à Mimboman, car le quartier vit dans la peur et les interpellations depuis le déclenchement du scandale des crimes de sang. Autre sujet qui n'a pas manqué d'alimenter les discussions dans les rédactions et alimenter les pages dans les journaux, c'est bien la grosse interrogation sur la libération ou pas de Yves Michel Fotso. Mardi de la semaine dernière déjà, la nouvelle expression, comme les autres mutations, le Messager faisait lire que Yves Michel Fotso avait vu ses charges contre lui abandonnées après le remboursement de 230 millions de francs CFA. Il ne faut pas attendre des mois pour lire à nouveau que Yves Michel Fotso rembourse près d'1 milliard de francs CFA dans l'affaire de l'avion présidentiel. Le Messager fait savoir en même temps que les avocats du milliardaire sollicitent du garde des Sceaux l'arrêt des poursuites et mutation d'informer que 9 chèques ont été déposés à cet effet le 17 janvier dernier à la trésorerie générale de Yaoundé. Ouest Littoral lui parle du dernier tour de magie de Yves Michel Fotso, notant que ses avocats viennent de se livrer à un véritable tour de passe-passe avec une imagination qui n'a d'égal que celle utilisée pour détourner l'argent affecté à l'achat de l'avion présidentiel. Le Golden Boy n'est plus redevable que de près d'1 milliard sur les 24 milliards détournés et devrait être libéré en prison et avant des gens qu'il a conduits dans cette affaire. Paul Biya, de retour, c'est la grande une du quotidien Cameroun Tribune. Le président de la République a donc regagné le Cameroun mardi dernier au terme d'un séjour en Europe. Et déjà, en semaine, les journaux annoncent le président de la République en visite prochaine en France, sur invitation du chef de l'État français, François Hollande. Mutation lui informe donc comment adversaires et partisans de Paul Biya préparent le séjour du président de la République en France, notant que les militants du RDPC, Rassemblement démocratique du peuple camerounais, sollicitent une audience et battent en rappel les troupes pour accueillir le chef de l'État, alors qu'en face, des associations de la société civile et de l'opposition projettent de perturber le voyage du président camerounais. Des sujets et bien d'autres seront discutés par les deux chefs d'État et du coup, le Messager voit au-delà de la mission économique et fait lire sur ce qui attend Paul Biya en France, notamment les cas Michel Thierry à Tangana, le crash de la Camère en 1995, les sénatoriales et autant de patates chaudes qui font dire à l'actu que la France met la pression sur le Cameroun. Et l'anecdote de croire que c'est la rencontre de tous les dangers entre François Hollande et Paul Biya, car depuis l'annonce de l'éventualité d'un tête-à-tête entre les deux hommes d'État, une polémique s'enflamme dans le sérail, pense savoir le journal, et entretenue par ceux-là qui craignent pour leur suivi politique et leur avenir au sein du gouvernement, à l'issue du sommet que le tabloïd qualifie déjà d'historique. Bon dimanche, bon débat et à dimanche. Merci Pierre Laverdure Ombang pour cette revue de la presse qui nous rafraîchit certainement la mémoire. Et vous me permettez de commencer par là où vous avez chuté sur l'annonce de la visite de Paul Biya en France. Aujourd'hui, la question se pose dans le traitement de cette actualité par la presse. Qui de la presse publique qui psalmodie carrément cette annonce, ou encore de la presse privée qui jette un regard critique et qui est même resté sceptique cette semaine à le mieux traiter cette information. La question, elle est ouverte et elle s'adresse à vous, Sosten Fouda. Vous savez, quand je regarde ce qui se passe aujourd'hui autour de l'annonce de cette visite du président Paul Biya en France, je ne peux qu'être étonné. Mais vous savez, l'étonnement au Cameroun ne surprend plus personne, parce que le président de la République est dans son rôle. Son rôle est de rencontrer, quand il va à l'extérieur, ses homologues. Il va à l'extérieur, c'est aussi le premier commercial du Cameroun. Il y va donc avec un certain nombre d'acteurs économiques. C'est comme cela que ça se passe.
Que l'on voit en cette visite un élève qui va rencontrer ses maîtres, ou alors qu'une puissance étrangère met de la pression sur le président camerounais, c'est ignorer totalement dans l'usage diplomatique les relations qui doivent lier un certain nombre d'États. Je voudrais rappeler quand même que le Cameroun est membre des Nations Unies, c'est un État indépendant. Nous connaissons ce qu'on appelle la non-fongibilité des frontières. On connaît en fait on connaît la souveraineté du Cameroun. Maintenant, il y a un cas sur lequel effectivement les journalistes auraient dû certainement s'appesantir, c'est celui de Thierry Michel Atangana. Pourquoi? Parce que c'est un citoyen français. Et parce qu'il est citoyen français, la France a vocation, tout comme le Cameroun, à protéger ses citoyens partout où ils se trouvent dans le monde. Vous avez vu par exemple le cas de la jeune Kazé qui était prisonnière au Mexique il y a encore quelque temps. Elle a été condamnée à 60 ans de prison. La France, que ce soit sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy, que ce soit sur celui de François Hollande qui s'ouvre aujourd'hui, on a vu la diplomatie française se déployer pour libérer cette citoyenne. Je pense aussi qu'il y a à peu près 2 ou 3 ans, la même diplomatie s'est mise en branle pour libérer en fait ceux qui étaient détenus au Tchad. Voilà à mon avis les sujets qui seront abordés. Biya, le président camerounais, ne va pas en France pour négocier sa retraite. Le Cameroun est un État souverain, indépendant. Alors, mais dans l'enjeu du traitement de cette information par la presse, c'est la question que je posais à l'entame. De quel côté est-ce qu'on aurait traité mieux cette information? Du côté de la presse publique qui célèbre cela comme une victoire, ou alors du côté de la presse indépendante qui essaye de retourner la question, Bidon Saint-Éloi? Je crois que quand un chef d'État se déplace, il se déplace avec tous les attributs de son pouvoir. C'est l'occasion pour ses compatriotes qui résident à l'étranger de montrer l'unité qu'il y a autour du chef de l'État. Je vois mal le président Hollande en train de venir au Cameroun et en train d'apprendre que ses compatriotes s'apprêtent à lui jeter des tomates ou des œufs pourris. Je dis non. Il y a de plus en plus une minorité qui semble être très agissante. Et face à une majorité qui est très silencieuse. J'ai dit, j'ai passé beaucoup de temps en France. Et je n'ai toujours pas été d'accord avec les méthodes de gestion des uns et des autres. Mais je dis que quand le président se déplace, comme l'a dit Sostène Fouda, ce n'est pas un élève qui va voir son maître. C'est le chef d'un État qui va rencontrer un autre chef d'État avec qui il entend discuter des questions qui intéressent nos relations. Alors, de plus en plus, il y a une catégorie de diaspora qui s'exprime avec véhémence ces derniers temps. Moi, je dis que la diaspora responsable, on la connaît, mais celle qui s'exprime, qui agite et qui menace, c'est la racaille. Alors, mais présenter cette visite comme une visite de tous les dangers, est-ce que c'est délicat? Non, je crois que c'est très mal connaître le président Biya. Le président Biya, ce n'est pas la première fois qu'il va rencontrer un chef d'État français. N'oubliez pas que le président Biya est sa 30e année de pouvoir. Il a rencontré le président Mitterrand plusieurs fois. Il a rencontré le président Chirac. Il a rencontré le président Sarkozy. Il va rencontrer Hollande. C'est une visite de routine. Il est de tradition que quand il y a un nouveau chef d'État en France, que ses homologues, surtout ceux de la francophonie, aillent le rencontrer. Je crois que c'est sous ce prisme qu'il faut voir et que le président aura certainement des questions économiques à débattre avec M. Hollande. D'autres questions pourront faire surface, comme celle de Michel Thierry à Tangana, parce que la première vocation d'une mission diplomatique, c'est de protéger voilà, ses Suzanne citoyens. Kalalo, nous restons dans l'analyse du traitement de cette actualité par la presse. Mutation la présente comme une rencontre qui n'a aucun enjeu. Eh bien, Mutation s'avance beaucoup pour dire que toute rencontre entre deux chefs d'État n'a jamais d'enjeu. Et je pense que la presse s'est laissée prendre dans son propre piège. Parce qu'à force d'éditorialiser, à force de donner des intentions aux acteurs politiques, elle finit par passer à côté de la plaque. Pourquoi elle passe à côté de la plaque? Il y a des représentations françaises ici. Qu'est-ce qui empêche la presse camerounaise de rencontrer Bruno Guin, le consul de France, en disant « Bon, notre président est en train d'aller chez vous, qu'en pensez-vous? Que se passe-t-il »
Qu'il y a-t-il? La presse a tort de prendre ça comme juste pas un exercice de routine, mais un exercice de servilité. Parce que François Hollande, président de la France, dans quel contexte, lui, se trouve-t-il? Dans quel contexte se trouve aujourd'hui la France? Quel est le jeu politique qu'il y a? Quelle est la géostratégie? Qu'est-ce qui se passe sur notre continent dans les anciens pays du précaré? Quel est le poids du Cameroun? Toutes ces questions sont extrêmement importantes. À force de vouloir ridiculiser votre chef d'État, vous finissez par perdre de vue la place de votre pays et les enjeux géopolitiques. La presse privée est passée à côté. Elle est passée à côté de la plaque. Parce que le consul de France, ici au Cameroun, rend visite aux entreprises. Je suis dans une entreprise où nous avons reçu le consul de France mardi 22 janvier dernier. Et il a dit clairement quels étaient les problèmes auxquels la France est confrontée aujourd'hui. Que la pénétration chinoise leur pose des problèmes. Que la perte d'influence de leur pays dans l'ensemble du précaré leur pose des problèmes. Alors d'accord, moi je peux ne pas voter Biya. Je peux être contre le RDPC, mais je suis camerounaise. C'est mon pays. Et ce pays existe au-delà de Paul Biya et de toutes les contingences. La presse est passée à côté. À force de vouloir à tout prix, oh Paul Biya must go, Paul Biya, on ne traite plus l'information. On peut donner aux éditorialistes le soin de se fendre dans toutes les critiques qu'ils veulent. Mais bon Dieu, c'est le Cameroun. C'est quand même le Cameroun. C'est aussi la France. Hollande est le deuxième président socialiste. Tout ça, ça n'a pas d'importance pour les Camerounais que nous sommes. On ne doit pas savoir tout ce qu'on nous apprend, adversaires et partisans de Paul Biya. Je veux finir sur la diaspora dont il parle. Aujourd'hui, en France, à Londres, aux États-Unis, il y a des groupuscules de gens mécontents. Ils ont le droit. Mais est-ce que c'est d'eux dont on doit parler le plus? Que se passe-t-il de la communauté camerounaise en France, à Londres? Qui sont-ils, nos frères de là-bas? Rien. C'est l'opportunité, c'est l'occasion pour nous de dire ça. Qu'est-ce qu'ils attendent, eux, du chef de l'État? Rien. Sont-ils plus nombreux? Sont-ils en situation irrégulière? Peut-on faire pression pour que leurs conditions là-bas soient meilleures? Rien. La presse passe à côté de la presse. Alors, lorsque vous dénoncez l'éditorialisation de cette information, est-ce que vous distinguez selon qu'on ait affaire à la presse à capitaux publics ou alors à la presse... J'ai lu ce que vous appelez la presse à capitaux publics, parce que ça c'est un terme un peu que je ne partage pas. Parce que la presse privée comme la presse publique, aucune des deux n'est indépendante. La presse qui est financée par des gros, comment on appelle ça, des gros intérêts économiques, se tait sur certaines questions. Donc aucune de nos presses n'est indépendante. La presse publique, qu'est-ce qu'elle fait? Elle annonce le déplacement du chef d'État camerounais. Elle ne va pas plus loin. Dans une psalmodie. Il n'y a pas de psalmodie. Non, elle n'a pas fait, elle n'a pas éditorialisé en disant victoire, notre chef d'État va être reçu par François Hollande. Oui, lisez bien la mesure. C'est pratiquement, c'est pratiquement dans ce rythme que l'information a été. Non, lisez bien la mesure. Je parle de la presse écrite. Je n'ai pas suivi la télé, mais dans la presse écrite, il n'y a pas d'emphase. C'est pas emphatique, même si vous lisez derrière les mots. L'emphase. Non, non, je n'ai pas vu. Mais il y en a. Si vous voyez de l'emphase, ça veut dire que c'est une question d'interprétation. Ce n'est que de l'interprétation, puisque je ne la vois pas. Le journal Le Monde ne fera pas moins. Explicite. Non, l'emphase explicite, c'est notre président, excellent président Paul Biya en France, vive. C'est pas ça la une de Cameroun Tribune. Même si on veut considérer que dans Cameroun Tribune, il y a aussi des journalistes qui éditorialisent, je ne le refuse pas. Mais là, la presse privée a battu le record de l'éditorialisation. Avant Maître Jules Bignum sur Seine-Fouda. Oui, en réalité, j'ai commencé cette émission en parlant d'étonnement. Et Suzanne me surprend toujours par ses envolées assez lyriques. Mais la presse à capitaux publics, parce qu'elle existe, et cette presse-là, dont notamment Cameroun Tribune, et tout ce qui va avec, c'est-à-dire la radio et la télévision, ont joué dans le même registre, sur le même stade que la presse privée. Alors, quand Cameroun Tribune titre « Rencontre au sommet », quand on montre une victoire de la diplomatie camerounaise, mais en réalité, on met le Cameroun lui-même en berne. Ce que refuse ici, sur le plateau, de reconnaître Suzanne Kalalobé. C'est-à-dire que... Non, attendez, vous ne pouvez pas dire... Vous ne pouvez pas dire, Suzanne, que vous avez... D'ailleurs, on voit devant vous que vous avez un certain nombre de numéros de la presse privée et que le seul journal à capitaux publics
qui paraît au Cameroun, vous ne l'avez pas. C'est-à-dire Si, que je l'ai, hein. Cameroun Tribune a montré effectivement que le Cameroun en lui-même ne représentait absolument rien. Que ce qui représente quelque chose, c'est la France. C'est le triomphe d'une diplomatie. Est-ce que parce que le président de la République est reçu par son homologue français, c'est une victoire? ça s'interprète comme une Et victoire. celle-ci n'a rien à voir avec une visite que le président Biya pourrait rendre au président gabonais ou au président équato-guinéen. Voilà en réalité des lignes éditoriales que l'on adopte dans notre pays et qui ne sont pas à même de refléter en réalité ce que nous attendons du Cameroun. Je vais chuter par là pour dire à Suzanne Kalalobé que effectivement, Cameroun Tribune aurait joué un vrai jeu si il avait utilisé ses correspondants déjà en France pour présenter la communauté camerounaise là-bas, quels sont ses problèmes, quelles sont ses attentes. Cela n'a pas été fait. On a d'ailleurs souligné l'intervention des jeunes Blambila, qui est l'ambassadeur du Cameroun en France, qui a présenté cette visite dans l'échelle diplomatique. Là, on a 4 catégories de visites. Et je pense d'ailleurs que le quotidien Mutation, l'a très bien... Mutation aussi, a retracé qui, les dans un papier fait par Félix Eboulebola, a essayé de montrer que cette visite du président Biya est à la 3e échelle sur les 4 d'une visite c'est-à-dire à l'avant-dernière échelle. À l'avant-dernière échelle. C'est de cela qu'il s'agit. Et il faut avoir l'humilité de le dire et de le reconnaître. Mais Maobsen, si vous lui avez donné la parole, je pourrais aussi lui répondre. Oui, tout à l'heure. Parce qu'il ne faut pas faire du favoritisme sur le plateau. Fénelon Maobsen. Moi, je crois que, en suivant les uns et les autres, il y en a qui sont fidèles à leur méthode, c'est-à-dire gadgetiser tout ce qui est en train d'être fait par le Cameroun. D'autres exagèrent tout de même. Mais je pense que la visite n'a lieu que lundi. Ben oui. Et tout ce que rappelait tout à l'heure Suzanne Kalalobé mérite d'être fait. Parce que c'est tout à l'avantage des deux pays. Je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il faut sous-estimer le Cameroun, qui est une potentialité, une direction commerciale, une direction en matière d'investissement. Il n'y a pas que la France, le Cameroun qui tire avantage parce que le président Biya est reçu par François Hollande, mais la France aussi, quand vous savez aujourd'hui quelle est la pression en termes d'investissement que reçoit la France en Afrique, vous avez la Chine qui est là, vous avez la récession, vous avez l'emploi, parce que le bassin en matière des minéraux se trouve aujourd'hui en Afrique. Mais ce qu'il ne faut pas aussi, et là la presse ne s'est pas appesantie d'un côté comme de l'autre là-dessus, les relations historiques qu'il y a la France au Cameroun. Après le congrès de Berlin, l'Allemagne hérite du Cameroun, mais après la défaite allemande lors de la Deuxième Guerre mondiale, c'est la France qui a assuré la tutelle du Cameroun. Et le Cameroun ploie aujourd'hui sous des accords que personne n'a élucidés. Et pour une caste d'intellectuels, ceux-là que vous semblez critiquer aujourd'hui, a reçu l'éducation en France. Je ne dis pas que cela nous conduit à une sorte d'esclavage, mais la France, historiquement, politiquement, diplomatiquement parlant, a des liens assez rapprochés avec le Cameroun. Et je souhaitais donc, et ce que n'a pas fait suffisamment la presse, qu'on mette en exergue cette rencontre pour trouver, parce qu'il y a une froideur qui a été observée avec le président Nicolas Sarkozy. Cette rencontre, c'est quand même le réchauffement des liens qui sont des liens traditionnels, séculaires aujourd'hui. Et à l'occasion, on en parlera. Donc vous maintenant, de l'autre côté de la presse, on doit psalmodier cette... oui, psalmodier, je reviens sur le terme psalmodier. Parce que c'est aussi, ça peut être aussi la réponse à une opinion qui a été publiée ici. Le dénigrement d'un chef d'État, notre chef d'État. On a dit qu'il rase les murs et il n'a pas été reçu par tel. C'est-à-dire, il y a une autoflagellation qui est observée aujourd'hui, c'est-à-dire une critique systématique, le ravalement au rang de la bête de nos propres États, qui pourtant sont de grosses opportunités, qui sont l'enjeu même de tout ce qui se fait à l'échelle universelle. Moi, je pense qu'il faudrait aujourd'hui revenir et savoir qu'en France, les Camerounais ont des problèmes. Quels sont ces problèmes-là? Et au Cameroun, et comment est-ce que nous pouvons, dans le cadre de ce réchauffement,
dont le pic, effectivement, c'est la rencontre Biya-Sarkozy, qu'est-ce que les deux peuples peuvent mettre à profit? Parce que nous sommes condamnés de vivre ensemble. Je condamne les gadgets, je condamne aussi le triomphalisme. Il faut savoir rester modeste pour que nos deux peuples tirent quelque chose de positif de cette visite officielle. Et la presse doit aller dans ce sens, le sens de la construction, non pas seulement de critiquer un chef d'État, peut-être qu'on ne veut plus, mais de grâce, construisons notre démocratie dans l'optique de le mettre démocratiquement en touche. Je crois que si la presse nous sert pendant 3 jours, la diaspora que je considère comme étant la racaille, ce n'est pas sérieux. Parce qu'il y a une diaspora Vous avez un problème responsable qui sérieux fait des choses. contre la diaspora. Non. Il y a des Camerounais qui font des choses. J'ai reçu dernièrement la présidente des Femmes Dynamiques. Est-ce que vous savez qu'il y a une association de femmes camerounaises en France qui réalise des choses extraordinaires dans notre pays? On peut parler de ça. On peut parler, mais elle a dit tout à l'heure que le consul de l'ambassade de France était arrivé dans leur société pour leur dire qu'ils sont gênés par la pénétration en force des Chinois. On peut parler de ça. On ne peut pas nous servir des gens qui tous les jours, parfois qui ont passé 20 ans en France sans remettre les pieds au Cameroun, mais qui trouvent toujours l'occasion d'aller avilir le Cameroun dès qu'ils en ont l'occasion. J'ai dit non, le président de la République sort. J'ai dit, comme il a chuté là tout à l'heure, on a beau être avec lui ou contre lui, mais quand un président sort, qu'on comprenne qu'il traîne avec lui toute une dynamique économique et c'est la rencontre des grands esprits, des grands hommes et des grands moyens. La rencontre des grands enjeux. Mais Mahopsen, tout à l'heure, vous utilisiez un verbe psalmodie. Moi, je ne suis pas chrétienne, mais je sais que la psalmodie, c'est pratiquement quelque chose de très élevé. Tout à fait. Quand on lit Camon Tribune, j'ai lu Camon Tribune, rencontre au sommet, c'est pas psalmodier, c'est bien 2 chefs d'État qui se rencontrent. Le sommet, c'est quoi? C'est pas le chef d'État. Donc si on écrit ça, ça veut dire qu'on fait une apologie du chef de l'État, une apologie du Cameroun. Moi, je veux bien que Sosten Fouda prenne le contre-pied en essayant de me faire croire que c'est plus facile de critiquer 5 journaux privés qu'un seul. Si sur 5 quotidiens, 4 disent c'est une rencontre Macabo, Mutation dit c'est même pas à quel échelon, vraiment c'est un chef d'État à la renverse, qu'un journal dise rencontre au sommet, c'est-à-dire restitue les faits, parce qu'il s'agit bien d'une rencontre au sommet, et le dire, je ne sais pas si c'est me taire. Vous êtes sur la titraille. Non, je suis sur la titraille et sur le fond. Ça veut dire que je me tais. Maintenant, je viens à autre chose. L'esprit de responsabilité de la presse. Trop éditorialisé finit par faire perdre le sens des enjeux et de la réalité. Je pense que chaque occasion où le chef de l'État sort, c'est une opportunité pour nous, journalistes, de parler du Cameroun. Parce qu'il s'agit du Cameroun. Demain, Biya va partir, le Cameroun va rester. Donc, qu'est-ce que nous faisons de l'exploitation de cet événement? Rien. C'est ça qui me pose un problème. Il y a on a un plaidoyer à développer. Bon, lui, Sosten Fouda se dit, Michel Thierry Atangana, moi, c'est pas mon problème, Michel Thierry Atangana, en tant que Camerounaise. Mais il y a des dossiers en suspens. Le chef de l'État avait dit que la question de la double nationalité pourrait être résolue à terme. Elle est toujours en suspens. Le chef de l'État a fait... Ça n'a rien à voir avec la France. Pourquoi aller en France résoudre vous ne me comprenez pas. D'un enjeu, vous ne me comprenez pas. Je parle de territorial. plaidoyer. Non, je parle de plaidoyer. Quand vous avez un plaidoyer, les Camerounais de France ou de Londres ou de l'étranger ont posé ce problème. Leur chef de l'État va arriver. Ils doivent profiter des médias pour poser leurs revendications en termes de plaidoyer. Ce n'est pas ce qu'ils font. Il y a beaucoup de questions. Est-ce que la rencontre avec des Camerounais est prévue dans l'agenda du président? Non, ce n'est pas... S'il vous plaît, Sosten, quand vous parlez, je vous écoute. Ce que je veux dire, c'est que si vous voulez aider, puisque eux, ils éditorialisent sur Michel Thierry Atangana, on n'est pas sûr que c'est dans l'agenda. On voit que les communicateurs de Michel Thierry Atangana profitent du déplacement du chef de l'État pour parler de cette question en France. Pourquoi est-ce qu'on ne parlerait pas, dans les médias j'entends, des questions qui traversent la communauté camerounaise à l'extérieur, pour attirer l'attention sur ces questions-là? C'est pas ce que fait la presse. Tout le monde perd de vue que quand un événement survient, on peut exploiter cet événement pour poser des problèmes et le mettre en perspective. Tout ce qui nous intéresse, c'est, Camon Tribune a dit comme ça, c'est une visite de dernière catégorie, et on n'exploite pas l'événement pour amener et soulever des problèmes. C'est ça que moi je reproche
à la presse privée, dont vous pensez que parce qu'elle est privée et à capitaux privés, elle serait plus indépendante que celle à capitaux publics? En fait, moi, c'est un point de vue que j'ai vraiment du mal à accepter. C'est-à-dire que quand on parle de la presse à capitaux privés et quand on parle même d'un déplacement de chef d'État, nous savons comment ça se passe. Le ministère de la Communication, le cabinet civil de la présidence de la République, ces deux organes de communication dans notre pays, ont-ils mis à la disposition des journalistes, des médias à capitaux privés, des moyens de faire ce type de travail? On aurait dû le faire, parce que c'est comme ça que ça se passe dans tous les autres pays. C'est-à-dire que quand un chef d'État se déplace, il se déplace avec tous les journalistes. On prend dans chaque média, on dit, bon voilà, le chef d'État va se déplacer, voilà ce qu'on devrait faire. On a besoin de vous. Et chacun a donc respecte sa ligne éditoriale. Maintenant, Suzanne Kalalobé, en fait, introduit dans ce débat un sujet qui n'aurait jamais dû s'y retrouver, c'est-à-dire celui de la double nationalité. Or, on sait qu'en 2009, le Cameroun avait envoyé des missions à l'extérieur, rencontrer des Camerounais. Les conclusions de ces rencontres-là sont depuis longtemps à la présidence de la République. Ça n'a rien à voir avec le déplacement du chef de l'État. Il faut tout simplement reconnaître que notre Cameroun, notre pays, dans ces deux missions de communication que sont le cabinet civil et le ministère de la Communication, n'ont pas fait leur travail. Et du coup, les journalistes des médias à capitaux privés travaillent avec les modestes moyens qui sont mis à leur disposition. Et pendant ce temps, de l'autre côté, pour les médias à capitaux publics, donc Cameroun Tribune, la radio, la CRTV radio et la CRTV télé, malheureusement utilisent les capitaux publics pour faire aussi un très mauvais travail. Parce que ce qu'a fait Cameroun Tribune est exactement à mettre au même niveau que les papiers que nous lisons aujourd'hui dans les presses à capitaux privés. Juste une petite... Pour répondre à Sostène Fouda, je dis que ce soit la presse privée ou la presse à capitaux publics, tout le monde a les mêmes moyens pour pouvoir accéder à l'information. Moi, je suis directeur de publication. Mon journal s'appelle Cameroun Diaspora Expression. Je me donne les moyens de pouvoir faire parvenir à nos compatriotes la juste, la bonne et la nécessaire information en allant à la source la chercher. Je dis que c'est un faux débat. C'est un faux débat aujourd'hui de débattre de ce genre de choses. Mais j'ai dit qu'il y a des problèmes que la communauté camerounaise rencontre en France et c'est constant depuis la période où vous étiez vous-même étudiant. La question que moi je voudrais vous poser avec insistance, est-ce que dans l'agenda du président Biya, qui va se rendre en France, il est prévu des rencontres avec les Camerounais qui sont en France, en dehors des rencontres avec le RDPC, la section RDPC? En 2009, quand le président allait en France, j'ai été au centre de l'organisation de cette visite pour le compte de la diaspora en France. Il n'était pas prévu que le président aille rencontrer les Camerounais. Mais c'était à la suite d'un débat où j'ai pris part comme membre de la diaspora, où j'ai fait savoir au président de la République, nous lui avons écrit pour lui dire que nous voulons la double nationalité, nous voulons le droit de vote, nous voulons avoir de place au Sénat, nous voulons un ministère chargé des questions de la diaspora. Le président a jugé utile d'aller rencontrer les Camerounais. Depuis 1983, le président n'était plus allé rencontrer les Camerounais. Il est allé, les Camerounais ont posé leurs problèmes, ils ont fait connaître leurs revendications. Le président a donné suite au droit de vote. Il a promis que la question de la double nationalité était en étude. C'est autant de questions sur lesquelles on peut s'appuyer, on peut analyser, mais on ne peut pas s'attarder. Ce n'est pas vous qui essayez de créer des enjeux que le quotidien Mutation ne reconnaît pas en cette visite? Non, j'ai dit que le quotidien Mutation, c'est un journal que je respecte beaucoup, parce qu'il y a des hommes de qualité là-dedans. Mais on ne peut pas nous enfermer dans cette logique de voir toujours ce qui est avili, ce qui n'honore pas le Cameroun. Non, on peut voir d'autres choses. Autrement. Oui, moi je distingue dans le traitement d'un événement 3 dimensions. Il y a ce que je pourrais appeler l'événement pour lui-même, c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'il a lieu, quand est-ce qu'il aura lieu et quels sont les acteurs. Il y a ce que j'appellerais la mise en perspective de cet événement, c'est-à-dire cet événement pourrait me permettre de parler de quoi. Et il y a enfin la 3e dimension, l'éditorialisation. Quand je dis qu'on ne peut pas privilégier exclusivement l'éditorialisation, c'est que ça nous fait occulter
ce que j'appellerais le droit de suivi et de suite des situations. Je reviens sur la question, les revendications des Camerounais de l'extérieur. Ils peuvent choisir de profiter du déplacement du chef de l'État pour rappeler dans la presse, et aussi peuvent faire des conférences de presse en profitant de sa présence pour amplifier un certain nombre de revendications qu'ils ont. Ils profitent de l'événement. C'est ce que font les militants politiques du Code. Les militants politiques du Code profitent de l'événement pour rappeler leur position, leur point de vue et leurs revendications. La presse se fait le relais d'un seul point de vue, de façon sectaire et partisane. Or, il y a une somme de problèmes. Et quand Sosten Fouda dit que je suis hors sujet, pas du tout, c'est qu'il n'a pas compris ce que je dis. Je n'ai pas dit que le chef de l'État va rencontrer des Camerounais. J'ai dit que ça peut être l'opportunité pour les Camerounais de l'extérieur de rappeler à l'ordre ce chef de l'État à travers des médias. Ce n'est pas que le Code qui a le droit de s'exprimer. Il n'y a pas que le discours du Code que nous devons relayer. Puisque dans la diaspora camerounaise, dans cette communauté, il y a de nombreux problèmes. Et on peut même parfois aider le Code à recentrer, plutôt que de limiter ces revendications simplement à jeter des tomates pourries. Ils peuvent jeter des tomates pourries, des œufs durs, ce qu'ils veulent. Mais des fois, eux-mêmes, dans leur stratégie de communication politique, se perdent en oubliant l'essentiel. Et la presse, dans ce contexte-là, au lieu d'exercer son devoir de vigilance critique, relaie une façon partisane de traiter l'information. Voilà ce que je conteste. Pour finir, je sais que ça agace Sosten et ça agace peut-être d'autres téléspectateurs. Je ne vois pas pourquoi, de manière systématique, je dois dire Cameroun Tribune n'est qu'un amplificateur si je ne le pense pas. Si je pense que sur un sujet donné, il joue son rôle, je dirais qu'il joue son rôle. Si Mutation, j'estime que Mutation a joué son rôle, je le dirais. Mais comme je considère que pour le moment, Mutation, le Messager, la Nouvelle Expression, nous, la presse privée, le seul rôle que nous nous voulons attribuer, c'est la fonction tribunicienne, je dis, c'est limité, on se limite. Et ce n'est pas par manque de moyens, Sosten, c'est par manque de créativité. Ce n'est pas les moyens qui nous manquent pour essayer d'élargir et de mieux traiter l'information. Ce n'est pas une question d'argent. Ne faites pas croire ça à nos jeunes collègues, parce qu'alors vous allez les endormir dans la paresse. Maître Jules Bié. Oui, Fénelon Mahop, moi je crois que je vais revenir ce que disait Saint-Éloi Bidon. Je crois que nos concitoyens qui sont mal dans leur peau peuvent s'exprimer. Mais il y a la manière de le faire. Moi je ne crois pas que... Et malheureusement, la presse donne une très grande importance à ce genre de modus operandi. Jeter des tomates, appeler son chef d'État voleur devant des hôtels, même quand on n'est qu'un groupuscule de 3 personnes. Je ne dirais pas que c'est des marginaux. Je crois qu'ils doivent s'exprimer, mais il faut savoir jouer le Jésus-Christ face aux Samaritains. C'est-à-dire amorcer un dialogue constructif et que la presse puisse conduire ces groupes qui se marginalisent davantage dans l'optique de construire ensemble la République. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que quand il y a 3 personnes qui se mettent devant l'hôtel Continental pour insulter un chef d'État, le président de leur pays, voleur, bandit, celui-là qui a détourné. Je dis 3 personnes, c'est ce qui a été relayé. Alors, je dis, ce genre de traitement d'information n'en oublie pas le Cameroun. Parce que cette terre appelée Cameroun est quand même la résultante du sang qui a été versé. C'est quelque chose de sacré devant nous. Et Paul Biya n'est que pour leur chef d'État. Demain, quelqu'un va hériter de ce pays, comme lui aussi, il a hérité de ce pays de son Dieu. Je crois qu'il faudrait aujourd'hui que la presse, dans le cadre de son traitement, évite de donner une très grande importance à ces groupes marginaux, mais il faut leur donner la possibilité de s'exprimer. Mais maintenant, pour ce qui est des Camerounais qui se trouvent en France, Fénelon Mahop, la presse, un organe de presse a toujours les moyens. Même des journaux privés peuvent aller et aborder les Camerounais qui vivent en France à l'effet de savoir qu'est-ce qu'ils pensent eux-mêmes, quelles sont leurs préoccupations. Tout le monde a des ressources, la nature des ressources. Et puis des ressources. Un chef d'État a quand même un service de presse qui peut, à la lecture des journaux, décrypter un certain nombre de préoccupations qui sont les préoccupations de ses concitoyens. Et je crois que c'est ce que Saint-Éloi Bidon voulait expliquer en disant il n'était pas prévu qu'il nous rencontre, mais eu égard aux préoccupations qui étaient les nôtres, il a fini par nous rencontrer. Moi, je crois qu'il faudrait toujours traiter l'information dans l'optique d'amener des Camerounais à retrouver ensemble, à traiter ensemble ce qui les rassemble dans la préservation de ce qui nous est commun, c'est-à-dire du Cameroun, et non pas l'éclatement.
Parce qu'aujourd'hui, vous verrez, ce sur quoi les médias occidentaux vont s'appesantir, c'est ce sur 3 jeteurs de tomates et quelques... Et alors là, on ne donne pas une meilleure image de nous-mêmes. Je crois que le Cameroun ne se confond pas à Paul Biya, même si pour l'heure, Paul Biya est le représentant du Cameroun. Alors, puisque nous sommes dans la critique de l'information par la presse et puis de manière mutuelle, inclusivement, nous abordons le fond des questions et puis ce sera la dernière préoccupation parce qu'il y a une question qui est revenue dans les journaux cette semaine, notamment dans le quotidien Mutation. Est-ce que cela sonne comme une évidence qu'il y aura un tête-à-tête entre le président Biya et le président français? Je pense que le cabinet civil, à un moment donné, ou alors l'Élysée, chacun en ce qui le concerne, communiquera là-dessus. Pour le moment, personne ne le sait. Ce que nous savons, c'est que le président de la République va organiser une rencontre entre les opérateurs économiques du Cameroun, parce que c'est le communiqué officiel qui a été rendu public par le MEDEF. Et donc, on a même fixé, je pense, à 340 euros l'entrée à cette rencontre. 340. Voilà, donc ça signifie en réalité quoi? C'est ce que j'ai commencé par là en disant que le président de la République est d'abord le premier commercial du Cameroun. Il se déplace avec des chefs d'entreprise et il va essayer de vendre, s'il y a un certain savoir-faire ici, s'il y a un savoir à prendre ici chez nous, il va essayer de le présenter au MEDEF. Ça, c'est une rencontre. Mais maintenant, permettez quand même que je dise quelque chose. Pour tout ce que Suzanne Kalalobé et puis Saint-Éloi Bidon ont raconté tout à l'heure au niveau des moyens. Enfin, soyons quand même honnêtes avec nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on sait que pour qu'un journaliste se déplace, il a besoin d'un visa. Et si ce visa-là est demandé directement par le cabinet civil, ça va beaucoup plus rapidement, d'autant plus qu'on ne savait pas quand est-ce que le président allait partir en France. On sait très bien que ce n'est pas comme ça que les choses se passent. Quand on parle de moyens, il faut des ordres de mission, il faut avoir des moyens de vivre dans un pays pour pouvoir faire un reportage. En plus, une visite officielle, ça se prépare. Le chef de l'État ne va pas en France et puis il prend son téléphone et puis il appelle Saint-Éloi Bidon, qui est le président du RDPC, en disant je vous rencontre. Mais ça, c'est un amateurisme-là. C'est un amateurisme qui est soutenu ici sur ce plateau par des professionnels comme Suzanne Kalalobé est véritablement condamnable, comme Saint-Éloi Bidon. C'est-à-dire qu'on va donc assister à ce que nous avons eu vendredi dernier, où un journal qui commence à 17 h va s'achever à 18h25. On a l'impression que c'est dans la précipitation que l'on a signé un décret, que le président de la République a signé un décret dans notre pays. Il faut arrêter avec ça. Le Cameroun est indépendant depuis très longtemps, depuis 50 ans. Nous avons besoin de nous responsabiliser. Et pour nous responsabiliser, nous devons reconnaître les limites qui sont les nôtres. Les limites qui sont les nôtres aujourd'hui, c'est que le cabinet civil et le ministère de la Communication n'ont pas fait leur travail. Et quand les gens qui sont censés faire leur travail ne le font pas, alors nous avons des résultats comme ceux que nous avons aujourd'hui. Je crois que la technique de l'amalgame dans tout débat prouve un peu la confusion des idées. Je veux être clair ici. Ce que je dis, c'est quoi? Ce n'est pas une question d'argent. Ce n'est pas une question de déplacement. Pour préparer un sujet, par exemple, la visite du chef de l'État en France, on n'est pas obligé d'être dans la délégation, puisqu'il n'est pas encore parti. Avec le net, avec les ambassadeurs, les consuls qui sont ici, puisqu'il y a des représentations françaises ici, on peut collecter des informations. Ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de créativité. On peut collecter des informations auprès de Camerounais, ici, qui ont vécu à l'étranger, comment ils voient cette visite. On peut collecter des informations auprès du consul de France, auprès des Français, auprès des hommes d'affaires camerounais pour leur demander est-ce qu'il y a une opportunité ou pas. On peut, c'est une question d'imagination. Je ne parle pas de la délégation officielle maintenant qui va accompagner le chef de l'État là-bas. Et Sostène Fouda, contrairement à ce qu'il pense, il y a des correspondants de la presse privée et des télés privées à l'extérieur. Parce qu'on réussit à le faire. On réussit à le faire pendant toutes les élections. Et quand on veut, on réussit à prendre le numéro de téléphone du code de Brice Nétieux et on le passe à la télé. On réussit à le faire. Donc on a les moyens d'élargir notre information. Ce n'est pas une question de puissance d'argent, c'est est-ce que nous voulons bien donner la pleine mesure d'une information. Voilà, c'est ça. Alors quand vous faites en permanence référence en disant « Oh, des professionnels comme Suzanne Kalalobé qui ne comprennent pas », pour moi il y a une différence
Je peux critiquer le cabinet civil. Je peux dire qu'il ne fait pas. Mais eux ne m'intéressent pas. Ce qui m'intéresse, ce sont mes confrères. Pourquoi? Mais Je vos vous dis confrères pourquoi. seulement dans la presse Non, privée? attendez, je vous explique. Pourquoi ils Mais m'intéressent? englobez tous vos confrères. Attendez, pourquoi ils m'intéressent? Je suis dans la presse privée. J'ai le devoir de critique pour moi-même. J'ai le devoir et l'obligation de m'améliorer. Je n'ai pas le droit, sous prétexte que les autres sont médiocres, de me comparer à eux. J'ai des exigences pour moi-même. Ils sont médiocres, d'accord. Pour autant, je dois l'être aussi. Je dois être pire qu'eux. Et c'est ça que j'interpelle mes collègues en disant, ok, d'accord, les autres sont nuls, mais est-ce qu'on doit être plus nuls qu'eux? C'est ça la question qui se pose à nous. Et nous avons une marge de manœuvre, de progression bien plus grande que la leur. Parce que nous sommes en construction. Voilà pourquoi je suis aussi dur avec mes collègues. Sainte-Éloi pour... Moi, je crois que le débat est clos. Je vous dis que pour... C'est vous qui refermez le débat. Sur la question de la presse, parce que j'estime qu'on a déjà tout dit. Et je reviens sur ce que Suzanne a dit tout à l'heure pour avoir l'information. Et que vous comprenez pourquoi est-ce que des journaux parlent d'une rencontre entre Biya et Hollande alors que l'agenda n'est pas précis. L'agenda de cette visite n'est pas précise. Non, mais c'est une visite, c'est un chef d'État qui va en visite. On ne peut pas tout dire sur la table, mais on a déjà des éléments, les éléments clés, tout est déjà organisé. Je peux vous faire une confidence. La section RDPC de France a commencé à prendre des dispositions. Le président était là un mois, a ramené beaucoup de choses pour la préparation de cette visite. Quand on n'en parlait même pas encore. Vous voyez donc, on ne va pas tout mettre sur la table comme ça. Mais le moment venu, on connaîtra l'agenda du président. Dans tous les cas, on constate que ce sujet a fait les choux gras de la presse cette semaine, autant que cette autre actualité autour du remboursement par Yves Michel Fotso de près de 900 millions de francs CFA dans l'affaire de l'achat de l'avion présidentiel. Maître Jules Bignum, vous avez certainement parcouru les journaux cette semaine. Comment est-ce que vous avez apprécié le traitement de cette actualité? Est-ce que vous avez eu l'impression que des journaux ont adhéré à une cause comme celle-là? Je ne parle pas d'adhésion parce qu'il ne s'agit pas ici d'adhérer. Il s'agit d'analyser une situation voulue, quoique confuse, mais voulue par notre loi. C'est-à-dire la possibilité qui est donnée aujourd'hui au Cameroun à des personnes qui sont confondues dans un procès pour des sommes dépensant plus de 50 millions, de voir sur réquisition de monsieur le ministre qui saisit le procureur général du lieu de déroulement du procès, que ce procès soit suspendu ou arrêté si la personne, par le biais de ses avocats, formule la volonté de rembourser ce dont il est question dans le cadre de cette dialectique. Alors, j'aurais souhaité à l'occasion que des journalistes, des gens avec qui nous travaillons tous les jours, puissent revenir sur le caractère fondé, la thématique, qu'est-ce qui a poussé qu'on en arrive là? Y a-t-il pas des contrats? Une analyse en quelque sorte de cette situation que je ne partage pas. Mais c'est la volonté légale de mon pays aujourd'hui. Parce que en procédant à une différenciation, aujourd'hui au niveau des infracteurs, les infracteurs mineurs continuent aujourd'hui de ne pouvoir transiger en vertu de la loi camerounaise. La loi pénale est certes souveraine. Cette loi voudrait que ceux qui sont supposés avoir volé le plus dans les caisses de la société négocier leur liberté. Cette dichotomie est gênante et incompréhensible, même si on dit que chaque pays peut se donner sa loi pénale. Alors, je crois que les journalistes de tous bords devaient s'appesantir. Dans l'avenir, qu'est-ce que ça va donner dans notre pays? À partir du moment où celui qui paye, je commence par lui, est-ce qu'il paye parce qu'il a effectivement fait quelque chose? Est-ce qu'il a fauté? Ou paye-t-il seulement parce qu'il doit se soustraire aux poursuites? Alors, si tel est le cas, c'est-à-dire se soustraire aux poursuites, quelle est la finalité donc maintenant du procès pénal? Parce que par le procès pénal fédéral au Maroc, on fait deux choses. Non seulement on sanctionne, mais on informe dans l'optique de permettre une resocialisation. Vous voyez que dans cette affaire, dès que Yves Michel Fotso aura payé, le procès ne se déroule même pas. Ce qu'il se déroule, il n'intéresse même plus personne. Alors, dans la version information, c'est-à-dire la formation des plus jeunes,
la formation citoyenne. Qu'est-ce qu'on doit désormais retenir? Faut-il voler beaucoup? Faut-il voler peu? Faut-il être impliqué dans un procès où on parle de peu d'argent? Ou préférer soi-même être impliqué dans une... Alors, mais maintenant, pour la sauvegarde des deniers publics, c'est très important, Fénelon. Lorsque quelqu'un va prendre 10 milliards, il fait ses propres affaires. Il s'enrichit doublement, triplement. Et le jour où il est interpellé, qu'est-ce qu'il vient? Il constitue des avocats, les mieux l'outil de la République, qui formule et il revient, il paye les 10 milliards. Alors, est-ce qu'il aura volé à la société ou il n'aura pas volé à la société? Je crois que c'est comme cela qu'il faut essayer d'analyser, de questionner, pour mettre à la tête des députés camerounais leur propre responsabilité. Parce que ce qui a été fait, si on veut la transaction, mais qu'on l'admette pour tout le monde, et en ce moment, on modifie l'article 1er du code pénal, qui voudrait que la loi pénale soit la même pour tout le monde. Mais quand le Cameroun, pour une première fois, crée une dichotomie, commence à stratifier entre les infracteurs, alors je crois que ce qui est fait, on le salue. Peut-être un homme, un brillant, un investisseur va regagner sa liberté, peut-être que son honneur sera même sauve, le ministère va intervenir, on va arrêter les poursuites, mais sur le plan de la didactique citoyenne, je crois qu'il y a un problème qui se pose. Suzanne Kalalole. Oui, au niveau du traitement, j'ai regardé le Messager, l'Actu, la Nouvelle Expression, Ouest Littoral, Cameroun Tribune. J'ai constaté une constance au niveau du Messager et de la Nouvelle Expression. Dans le traitement, la Nouvelle Expression et le Messager disent qu'ils ont eu la copie comment on appelle ça, des chèques que Yves-Michel Fotso aurait payé. Alors ce qui m'a surpris, c'est que souvent quand on a ce type de document, on le reproduit dans le journal sous forme de facsimilé. Donc je me suis interrogée en disant, mais comment ça se fait qu'un truc aussi important ne soit pas rendu public, puisqu'ils estiment que c'est important? J'ai continué à lire. J'ai constaté au niveau du Messager de la Nouvelle Expression qu'en réalité, la seule question que se posent les deux journalistes, c'est que Laurent Esso doit exécuter la décision du tribunal criminel spécial. Alors je me suis dit, est-ce que nous sommes dans l'information et est-ce que nous ne sommes pas dans la manipulation? Doit, de manière impérative. J'ai posé la question. Oui, doit, c'est comme ça qu'ils disent. Alors je me suis rappelé une lettre de Yves-Michel Fotso qui disait qu'il était innocent. Il a fait une lettre que tous les journaux ont publiée. Et je me suis dit, mais comment ça se fait qu'on ne mette pas en comparaison? On rappelle la lettre et on rappelle le remboursement. Est-ce que quelqu'un d'innocent peut se dessaisir de 1 milliard? Bon, c'est vrai qu'il a 47 milliards, mais si je suis innocente, pourquoi je vais rembourser un argent que je n'ai pas pris? Et là, j'ai regretté que pour une fois, la presse n'éditorialise pas. Là où c'est... Non, j'ai vraiment regretté, dit, mais comment ça se fait qu'elle soit muette sur ça? Et je me suis dit, non, il y a une collusion. Il y a une coercition et c'est pas normal. Moi, j'ai rien contre Yves-Michel Fotso. Et là encore, ce que j'ai remarqué, c'est que c'est devenu l'affaire de l'avion présidentiel pour le Messager, affaire Albatros pour, comment vous appelez ça, Nouvelle Expression. Mais où est donc passé opération Épervier? Et seul donc cette fois-ci, Zébazé dit, mais comment... C'est lui, c'est Zébazé qui m'a inspiré un titre. Lui, à Zébazé dit, Zébazé plutôt, Yves-Michel Fotso. Ouest Littoral. Il dit, Yves-Michel Fotso achète sa liberté à 1 milliard. Voilà le type de titre auquel je me serais attendu avec nos journaux qui ont la force de polémiquer, pas de polémique. Et je suis d'accord avec lui pour finir, pour dire qu'il y a une responsabilité que nous avons dans cette question-là. Parce que ce qu'on est en train de voir, indépendamment de la culpabilité ou non, c'est que c'est une justice pour les riches. C'est-à-dire que si moi je vole un bœuf, je ne peux pas rembourser l'argent, je finis en prison. Et est-ce que la presse privée, au nom des droits de l'homme, a le droit de faire l'apologie d'une telle injustice? La presse est complice. C'est vous qui dites, ma obscène. Si on m'arrête en bas de l'escalier, non, si on m'arrête en bas de l'escalier et qu'on me coupe les têtes, vous aurez... Merci, Fénelon. Vous voyez, le droit, c'est si de particulier. Quand on l'a appris, on se rend compte qu'il est logique, cohérent, rationnel. On peut ne pas être... Je rappelle que vous êtes juriste. On peut ne pas être d'accord. On peut ne pas être d'accord sur l'interprétation, mais on sera tout au moins d'accord sur les fondements. Quels sont les fondements du tribunal criminel spécial? Au moment où on décide de créer un tribunal criminel spécial,
c'est que, les tribunaux d'instance sont engorgés. Ça, c'est une plainte récurrente du président de la Cour suprême. Le président de la République en a tenu compte. Deuxième chose, il y a la volonté d'apporter de la célérité dans le traitement des dossiers. Les tribunaux d'instance étant engorgés, il n'y a pas de célérité. Conséquence, M. Abba a déjà passé 5 ans, il n'y a même pas un début d'instruction. Mme Aman est là-bas depuis, et il n'y a pas un début d'instruction. Troisième chose, la troisième chose pour laquelle on crée un tribunal spécial, c'est la volonté de recouvrer l'argent de l'État. Et la quatrième chose, il y a une forte volonté politique. Pourquoi? Parce qu'on a accusé le président Biya de faire de l'épuration politique. Alors, voilà donc le tribunal spécial qui arrive, où on vous dit que quand vous avez détourné, si vous remboursez, voilà ce qui va se passer. La loi est la loi, mais elle est dure, mais c'est la loi. Ce sont les lois de notre pays. On peut être pour ou contre. Le procès de Yves Michel Focho vient juste remettre au goût du jour tout l'ensemble des polémiques qu'il y avait. Mais moi je dis, le peuple a revendiqué cet argent. Le peuple le revendique à corps et à cri. Le président a posé sur la table des députés un projet de loi. Le législateur a légiféré et le président a promulgué le 16 juillet 2012. Il faut donc pouvoir tirer toutes les conséquences de cette loi. Donc, le débat sur l'affaire Yves Michel Focho, qui a déjà connu une première jurisprudence, puisque le ministre de la Justice a arrêté les poursuites dans le remboursement de 230 millions. Là maintenant, Yves Michel Focho revient à la charge pour l'affaire du BBJ. Il revient à la charge. Je crois que les questions qu'on devrait se poser aujourd'hui, c'est de savoir, la loi est claire, l'article 18 est clair et je pourrais vous le lire. Le remboursement du corps du délit arrête sur instruction du ministre. Voilà, vous dites sur instruction du ministre. Oui, il y a une faculté. Oui. Il y a une faculté dont le ministre peut ordonner. Devient le juge de l'opportunité. Le ministre peut ordonner ou pas l'arrêt de poursuite. Donc, dans la deuxième affaire, puisqu'on va vers l'application de la loi, et il faut qu'on l'applique. Maître l'a bien dit tout à l'heure, que c'est la loi de son pays. On paye chez qui? Yves Michel Focho paye combien? Il a procédé à des calculs, lui, Yves Michel Focho, par rapport à ce qu'il estime devoir à l'État. Lui seul. On va y revenir, je vous en prie. C'est juste un problème de quantum aujourd'hui, savoir combien il doit payer. Voilà. Non, c'est pas un problème de... Je suis beaucoup gêné par tout ce que j'entends. Il faut être gêné. En fait, Jean-Jacques Rousseau disait que la justice est un instrument qui est mis à la disposition des faibles pour que ceux-ci puissent vivre en harmonie avec la société. Donc, est-ce qui est faible ici? L'État ou Yves Michel Focho? Il faudrait savoir que dans le cas Yves Michel Focho, nous avons à la fois un monsieur qui est accusé de détournement, mais qui est aussi receleur. Bon, donc, il y a cette confusion de genre là-dedans. Puis, il faudrait aussi reconnaître autre chose. C'est que tout en étant détourneur et receleur, ce monsieur se retrouve dans une multitude d'autres affaires qui font que, à la fois, il est poursuivi par l'État du Cameroun, mais aussi par le ministère public. Alors, quand il est relâché par le ministère public par voie du ministre de la Justice, il faudrait qu'on nous dise ce que l'État lui-même, qui, par exemple dans l'affaire du BBJ, qui est-ce qui poursuit Yves Michel Focho? Est-ce l'État du Cameroun? Est-ce le ministère public? Là-dedans, j'estime que le ministre Laurent est sot, tout en lisant l'article 18, n'était pas dans son rôle justement d'arrêter cette procédure. Il faudrait par ailleurs savoir que si l'on prend les vieux articles du Code pénal, article 62 de 1810, qui est aussi l'article 301-6 ancien, l'article 461, parlant par exemple de recel de biens publics, Yves Michel Focho n'a pas vocation à vivre en dehors de la prison tant qu'il n'a pas payé sa dette vis-à-vis de la société. Il faudrait reconnaître que, et là, permettez que je fasse un lien entre la visite, du président de la République en France et le procès, et ces différents procès.
On a là ces messieurs, Yves-Michel Fotso, Tongo Ongene, qui ont pris l'argent des Camerounais. Claire. Ils ont installé des maîtresses à l'extérieur, dont notamment en France. On a acheté des cabinets médicaux en France. C'est-à-dire qu'on a pris des médecins ici, des dentistes, on est allé les installer en France. On a acheté des pavillons. Il suffit tout simplement que l'ambassadeur du Cameroun, en tant que représentant de l'État du Cameroun, décroche son téléphone, appelle son collègue français et lui dise: il y a tel ou tel citoyen camerounais qui vit chez vous, qui a ouvert une clinique, qui y exerce. Faites-nous une descente sur le terrain, posez une question simple à Madame Suzanne Kalalobe, je ne dis pas que c'est vous, mais Oh, je suis pas une de leurs maîtresses, hein. qui est installé en France, permettez que je chute par là, et qui a tel ou tel train de vie. Alors, avec ce train de vie, on demande aux gens des impôts d'aller tout simplement voir, et quand on va faire un redressement, cet argent-là va revenir aux caisses de l'État du Cameroun. Voilà ce que nous attendons de nos représentations diplomatiques à l'extérieur. Si ce n'est pas fait, ça signifie en réalité qu'à l'extérieur du système, à l'intérieur même du ministère de la Justice, il faudrait que le peuple camerounais questionne monsieur le ministre de la Justice sur ce sujet. Alors, je voudrais, avant de vous passer la parole, maître Jules Bignon, parce que vous êtes avocat pour davantage d'éclairage, je reviens à vous, Bidon Saint-Éloi, parce que vous avez semblé dire, et puis vous l'avez évoqué à souhait, cette faculté qui est donnée au ministre de la Justice d'ordonner ou pas l'abandon des poursuites. Et cette semaine, on a noté dans le journal Aurore Plus un article qui a mis une emphase sur l'obligation in solidum, c'est-à-dire cette obligation solidaire, parce que les accusés avaient été condamnés dans le cadre de l'achat de l'avion présidentiel à une solidaire. Oui, avaient été condamnés solidairement à rembourser cette somme. Est-ce qu'aujourd'hui, le doute que le journal introduit en faisant croire qu'il est impossible dans le cas d'espèce que les poursuites soient abandonnées contre Yves-Michel Fotso, est-ce que vous le comprenez? Je le comprends parfaitement. L'affaire Yves-Michel Fotso, l'affaire du Bibi-Jet n'a pas fait l'objet d'un seul jugement. L'affaire Bibi-Jet a déjà fait l'objet de 4 jugements aux États-Unis et où l'État du Cameroun a été indemnisé. Il reste donc 4 millions de dollars à recouvrer. Alors, Yves-Michel Fotso pense, j'interprète en fonction de ce que ses avocats disent. Yves-Michel Fotso pense que s'il se désolidarisait dans l'ensemble de la procédure, voilà ce qu'il payerait si on divisait les 4 millions de dollars par 6. Et voilà ce qu'il passe si on faisait une péréquation sur le nombre d'années de sa conservation. Ça peut paraître ingénieux, mais moi je dis que ce soit la solidarité. Il va falloir à Yves-Michel Fotso exercer une action récursoire contre les autres quand il aura payé les 4 millions de dollars. C'est une possibilité. Mais pour l'instant, Yves-Michel Fotso demande à l'État de tirer toutes les conséquences de la loi du 16 juillet 2012 qui, dans son article 18, autorise le ministre de la Justice à ordonner l'abandon des poursuites. Ce n'est qu'un problème, c'est un problème de droit qui se pose. Je voudrais juste mettre certainement soulever des questions éthiques, des questions de droit qui tournent autour de ça. Qu'est-ce qu'on fera pour celui qui aura volé 49 millions? Est-ce qu'il ne sera pas tenté de dire au juge, ajoutez encore 1 million pour que j'aille de l'autre côté où on rembourse, ainsi de suite? Ça, c'est des questions de droit qui vont se poser. Donc, maintenant, une question de droit. C'est pour cela que j'ai voulu que vous interveniez à cet instant. Est-ce que le doute systématique qu'émet le journal Aurore Plus est-il fondé en droit de dire, parce qu'il met une emphase sur l'obligation in solidum? Oui, il n'y a même pas de doute. Les termes de la loi sont clairs. Quand on dit celui qui met le corps du délit, c'est-à-dire quand vous allez dans le cadre d'une collégialité criminelle, nous organisons, on vient voler à Equinox 4 millions. Dans les 4 millions, Mahop a pris 1 million, moi 1 million de francs, Fouda 1 million, Suzanne Kalalobe 500 000 et Bidon 500 000. Vous avez raison. Pour que les procédures s'arrêtent, c'est 1 million, hein, parce que il faut qu'on remette sur la table le corps du délit. Donc, qu'est-ce qui les 4 millions? Oui, qu'est-ce qui constitue donc le corps du délit? En termes, ça c'est la langue française. Tout à fait. C'est ce
qui manque. C'est-à-dire ce qui a causé préjudice à celui qui se plaint. Donc, si moi je viens donner, donc la question que vous posez se résume à ceci sur le plan schématique. Si Maître Jules Bignone vient donc déposer 1 million parce qu'il est condamné solidairement avec Fouda et autres, est-ce qu'il y a lieu à ordonner l'extinction des poursuites vis-à-vis de Maître Jules Bignone, alors que le corps du délit n'est pas encore là totalement? La réponse en droit, cela peut faire l'objet d'une discussion, puisque nous n'avons pas, la science n'étant pas infuse, mais la question en droit, puisque le terme donc fait qu'à l'article 1, c'est le corps du délit. Donc, il faut la totalité. Mais moi, ma préoccupation, Maroc Fénelon, est tout autre. Parce que la vertu dans un état du déroulement du procès, il y a plusieurs choses qui se vérifient. Est-ce que le procès s'est déroulé? Est-ce qu'il y avait toutes les garanties? Mais est-ce que celui qui paye est celui-là qui aura un infracté? Infracté, c'est la base de la responsabilité dans un cadre social. C'est pour cela que la juridiction devant laquelle nous allons désormais, je dis bien que l'État, dans le cadre de sa souveraineté, peut s'imaginer tous les scénarios possibles. Mais ici, ce texte, cette juridiction qui est née, cette juridiction est une juridiction des privilégiés. Et une loi pénale, l'exception crée un privilège. Un privilège. Quand il y a exception, le président ne peut pas être jugé devant les juridictions de droit commun. C'est un privilège, c'est une exception, Saint-Éloi Bédoum, mais c'est un privilège, de toutes les façons. Alors, nous pensons tout simplement que si notre République devient généreuse, elle veut la célérité, elle veut aujourd'hui qu'on paye, c'est-à-dire que nous, qu'elle soit liquide. Donner la possibilité à ce jeune garçon au marché de Mokolo ou de Liguefa qui vole 250 000 francs à la tire, de les remettre et d'être relaxé et de payer ses dépenses. Ce n'est que ce que je revendique. Je ne suis pas pour la mort ou la mise à part de cette juridiction, mais je m'insurge contre elle en ce qu'elle fait la part belle à ceux qui ont n'ont reçu que beaucoup de notre société. Un peu plus rapidement maintenant, cela veut dire que restituer, je vous en prie, restituer les 900 millions, environ 900 millions de francs CFA, comme on a appris que Michel Fotso l'aura fait, ne lui garantit pas l'abandon des poursuites, même si on avait toute la volonté d'appliquer la Si ce n'est pas le corps du délit, j'ai la fièvre du doute. Moi, je suis un peu gêné par la tournure de cette discussion que je dirais épistémologique autour du droit. Est-ce que Yves Michel Fotso va être relâché ou pas? Je pense qu'il faut sortir de là, parce qu'on nous a enfermés dans un faux débat. Tribunal criminel spécial, dit mon voisin de droite, c'est pour apporter la célérité au traitement des dossiers des éperviables. C'est pour montrer que ça ne serait pas de l'épuration politique. En d'autres termes, on crée un tribunal criminel spécial pour les gens de la nomenclatura et on doit régler les comptes entre la nomenclatura. Mais il y a une question éthique derrière, de fond. Et cette question éthique, on doit l'aborder. Est-ce qu'on doit donner l'exemple d'une république qui, parce qu'on est riche, on peut payer sa liberté? Parce que c'est ça qu'on est en train de dire. C'est ça. On est en train de nous dire, si vous avez amassé suffisamment d'argent, bien que vous ayez volé à un moment donné, on ne vous condamne plus pour ce vol-là et vous avez le droit d'acheter votre liberté. Quand vous dites que on doit... Et c'est là où toute la presse, en fait, est quelque part manipulée. Parce qu'on nous fait croire qu'on récupère les deniers publics. Quels deniers publics? Est-ce que c'est 1 milliard? Est-ce que le préjudice que l'affaire de l'Albatros a causé au pays se limite aux 400 millions de dollars que l'on a comptés? Est-ce que c'est ça? C'est-à-dire au principal. Est-ce que ça se limite au principal? Quand vous parlez de quantum, c'est comment on appelle ça? Une évaluation quantitative qui ne signifie rien. Et les riches veulent nous enfermer dans cette comptabilité-là, y compris mon voisin de droite. Comment on compte? Non, c'est sérieux. Comment on compte? Comment on compte le préjudice que les détournements des deniers publics ont causé à notre pays? C'est quelques 2 ou 3 milliards qu'on récupère. Alors vous pensez que ce préjudice n'est pas quantifiable? Non, il l'est si on devait le quantifier. Mais Yves Michel Fotso et ses comparses doivent finir en prison pendant 100 ans. Ça réparerait plus de 100 ans. C'est-à-dire la société. Ça ne réparerait pas le tort, mais ça aiderait la société à voir clair en elle-même. Ça ferait une alerte pour dire à la société que non, tu n'as pas à voler les deniers publics. Aujourd'hui, tu es autorisé à voler à condition que tu payes. Voilà le message que le politique est en train d'envoyer. Et ça, la presse est passée à côté en ne rappelant pas ce qu'on appelle ça, ce dérapage aujourd'hui.
Oui, rapidement. Hein. Non, non, Hors voilà, du sujet. je voulais dire... on finit. Je Oui. crois que Après, il faut mettre là si bien dit. Ce sont les lois de notre pays. La loi est dure, mais on l'a voulu. Ce tribunal était attendu, il était souhaité et il est là. Il a posé un certain nombre de Donc, principes on doit que l'accepter. nous devons respecter. N'oubliez jamais que le TCS est une juridiction d'exception. Et chaque Pour les fois riches. qu'on a mis une juridiction d'exception en place, les riches. on lui a donné une mission En spécifique. quoi consisterait Et le au respect de nombre- cette loi, au cette nombre- sainte loi? Pardon? En quoi est-ce que consisterait le respect de la loi En que ce que vous Pourquoi? invoquez? Parce Désolé. que nous n'avons pas un autre test de droit. Moi, je reste légaliste. Il n'y a aucun autre test de loi qui régit la situation. La compétence a été attribuée au TCS à partir du montant. Et maintenant, on vous dit à l'article 18, et c'est là, je dis qu'il y a certainement des problèmes d'éthique qui seront évacués après. On ne peut pas vouloir le beurre et l'argent du beurre. Et le sourire C'est de la véritable question de droit que je pose aujourd'hui, et pour chuter, la véritable question de droit que je pose aujourd'hui, est-ce que une fois que Yves-Michel Fotcho aura remboursé le corps du délit, Il doit rester en sera libéré? C'est là la question fondamentale. C'est pas la question. Et c'est pour ça que je disais que c'est une question de quantum aujourd'hui, Non, c'est pas que la l'État dise à Yves-Michel Fotcho. Il y a, pas ça quel- la question, il y a je pense, quelque c'est chose de une très question grave, de parce que gens. Suzanne Allez-y, Kalalo, c'est pas la dire. Suzanne, Je vous en prie, on a un Suzanne peu de Kalalo temps, vient de Martinique, dire ceci, bien. il suffit de voler et De payer. et de payer et d'être libre. Mais il peut se trouver qu'un citoyen innocent se retrouve en train de payer parce qu'il rachète tout simplement sa clair. liberté. Alors c'est ce qui devient dangereux. Parce qu'une république qui intériorise en son sein ce genre de texte, je ne peux pas. Le plaidoyer ici, c'est un plaidoyer. Ce n'est pas pour annuler le texte, Sainte-Loi Bédoum. Mais je dis, lorsqu'un homme paye, le déroulement du procès, c'est à l'effet de savoir s'il est effectivement, oui ou non, coupable. Mais lorsque la mécanique juridique vous dit payer, que vous ayez fait quelque chose ou pas, et vous payez parce que vous pouvez payer, en ce moment, on a chamboulé la République. La question de responsabilité qui relève de l'éthique, on ne sait plus, on ne saura plus dans ce pays qui est responsable, qui n'est plus responsable. En tout état de cause, seuls ceux qui auront payé ou pourront payer vont montrer patte blanche. Mais la question en République, et ceux qui ne pourront pas payer? Eh ben, ils resteront en prison. Vous savez, Mara, fait. pour moi, en matière de droit, entre légalisme et moralisme, moi je suis moraliste. Donc, vraiment, je ne comprends même pas que Sainte-Éloi Bidoum nous raconte ce qu'il est en train de raconter là, parce que vraiment, les Camerounais, même ceux qui sont dans la rue, vous savez que j'avais déjà écrit au président de la République en lui demandant d'ouvrir les portes de prison. Que ces Camerounais qui sont en prison là, qui ont détourné, qu'ils sortent et que les Camerounais les voient avec les yeux. Ça, ce sont des histoires. Il faut savoir qu'en matière de droit, il y a une extension internationale. Il nous dit que c'est ce que nous avons ici. Mais enfin, vous parlez de jurisprudence dans le cas Michel Fotso. Mais est-ce que vous savez que le Cameroun... Est-ce que vous savez... Oui, mais est-ce que vous savez... C'est justement ce que je voulais vous dire. Que vous dites que c'est le texte que nous avons pour notre pays. Mais enfin, ce n'est pas nous qui avons inventé le tribunal spécial. Non. Le tribunal, ce n'est pas nous. Il existe dans d'autres pays et ce n'est pas comme ça que ça se passe. Et je dis que ces gens-là, qui ont volé de l'argent, qui ont installé femmes, maîtresses et autres, moi, je suis parti rencontrer... Je suis arrivé là, je suis allé rencontrer le président de la CONAC. Je lui ai dit, monsieur le président, voici la liste Vous êtes un des délateur. femmes qui sont en Europe, notamment en France, en Belgique, au Canada et aux États-Unis. Il suffit tout simplement, si on a un tout petit peu de volonté politique, de volonté d'aider notre pays, parce que notre pays va finalement déclarer une banqueroute. C'est-à-dire que notre pays n'a pas besoin d'économistes. Suzanne Kalalobi, vous le savez. Quand on regarde comment fonctionne, quand vous regardez notre pays, maître, ces gens-là, ils volent de l'argent, ils Rapidement envoient... pour, Oui, je vais finir chuter sur par là. Sainte-Fouda. Ils volent notre argent, ils envoient femmes et maîtresses à l'extérieur, ils vivent là-bas, les enfants ne vont jamais revenir. Alors que si on avait juste besoin des épiciers dans notre pays, vous prenez de l'argent, vous sortez là, vous envoyez votre épouse à chercher de quoi manger, l'argent va circuler à l'intérieur du pays, mais l'argent qui va à l'extérieur ne reviendra jamais ici. Et les enfants qui sont à l'extérieur ne reviendront pas. Yves Michel Fotso a vocation à demeurer en prison. Y compris Tongo Nguene et les autres. C'est En clair. tout cas, vous n'êtes pas dans C'est la clair. collégialité des juges. Je voudrais juste sortir en disant que le peuple camerounais réclame à corps et à cri son argent.
Parce qu'on sait que ceux qui l'ont détourné, qui sont en prison, ils l'ont. Et les Camerounais veulent avoir cet argent. Il est devenu difficile d'expliquer à quelqu'un que on a encore arrêté tel, on vous demande où est l'argent. Maintenant qu'il y a donc, une disposition juridique qui permet au peuple camerounais d'avoir déjà la satisfaction de savoir que son argent peut revenir. C'est toute une autre question. Il faut prendre l'argent et fermer les yeux sur le reste. C'est ça l'esprit de la loi. Tout à fait. Justement, je ne suis pas du tout d'accord. C'est ça l'esprit de la loi. Je ne suis pas d'accord avec Parce que, non, pour vous dire que c'est l'esprit de la loi. Oui, je finis pour vous dire. Je vous ai dit que cette loi a fait du ministre de la Justice le juge de l'opportunité de poursuite et de l'arrêt des poursuites. Donc, c'est ça l'esprit de la loi. Vous payez. La véritable question aujourd'hui, une fois que Yves Michel Fauti aura payé, et je vous rappelle que le tribunal criminel spécial a recouvré en 2 mois de fonctionnement 3 milliards. C'est-à-dire plus d'argent que rentrent les impôts et la douane. On peut donc espérer que la pression étant mise, qu'il y aura beaucoup plus d'argent dans les caisses des Camerounais. Mais Sostène Fouda, vous ne pouvez pas demander à quelqu'un de rembourser et de lui dire viens rembourser. Juste pour dire qu'il y a un danger dans le discours de mon voisin de droite qui est totalement démagogique. De faire croire aux Camerounais que la résolution de leurs problèmes est dans la récupération de 3 milliards. Pour que le Cameroun se développe, pour qu'il y ait partage de la croissance, il faut bien plus que cet argent qui a été volé. Et la démagogie politique qui consiste à dire qu'on va vous récupérer votre argent, elle est totalement fausse. Qu'est-ce qui s'est passé pour le couple Marcos où on a cherché l'argent? Cette idéologie de récupération des biens, c'est juste pour les politiques. Paul Biya, pour sa soupape de sécurité, fait croire qu'il est en train d'agir dans l'intérêt du peuple camerounais en essayant de récupérer cet argent. Et nous tous, nous savons que quantitativement, ce qui va être récupéré ne correspondra même pas au tiers de ce qui a été volé. 300 ou 400 aux arrêts, même pas au tiers. 2000 milliards en revendication. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Et ça, c'est le discours politique dangereux. Moi, je demande aux Camerounais de ne pas suivre. Parce que vous êtes en train de dire aux Camerounais que vous avez le droit de voler. Et si vous êtes riche, vous pouvez restituer l'argent, ce qui est totalement faux. Et Bidoum est en train de nous dire que bravo... Madame Kalalo, quand on caricature, on dénature la réalité. Oui, mais vous dénaturez, vous dénaturez la réalité en faisant croire qu'il suffit qu'on récupère l'argent. Ceux qui ont volé doivent rester en prison. Même quand ils ont payé. Quel payé Tu veux mettre en qui apprécie Je voulais dire, le Cameroun perd. Qu'on veuille récupérer de l'argent, mais le Cameroun perd. Parce que c'est le déroulement du procès qui permet de savoir quels sont les mécanismes qu'on met en place pour voler. Il y a un autre aspect qui va échapper aux Camerounais fondamentalement dans cette affaire. Ce sont où sont passés les gardiens de l'argent. Parce que si seuls ceux qui ont volé ou pas du tout, parce que quand vous payez, cela ne veut pas dire que vous êtes responsable de quelque chose. La structure Cameroun est telle que quand il y a de l'argent quelque part, il y a des gardiens. Aujourd'hui, seuls les supposés voleurs ou ceux qui ont détourné sont, la main dans le sang. Voilà, qui sont devant les juges. Les gardiens de l'argent se retrouvent où? Alors, c'est vraiment Mettre une question qui me brûle. Je vous en prie, non. Juste une question à mettre pour m'éclairer ma lanterne. Vous êtes avocat au barreau. Demain, quand vous allez assurer la défense d'un imperviable, allez-vous demander que ce test lui soit appliqué. Il ne va jamais assurer la défense d'un imperviable. Mais il peut dire qu'il ne veut pas de ce texte. Il n'est pas obligé. Il pourra répondre lorsque vous allez vous retrouver dans les couloirs. Pour refermer cette autre livraison de droit de réponse sur Equinox Télévision, nous abordons le dernier sujet sur Mimboman. Cette semaine, ça a fusé des titres. Il y en a eu. Mimboman, un quartier ensanglanté, Sostène Fouda, est-ce que ce titre est excessif? Il n'est pas excessif. Quand dans un pays, on viole les enfants sortis du sein de leur mère, hier encore, un jeune enfant a été assassiné à Mimboman, âgé de 9 ans, après avoir été violé, un jeune garçon. Quand on voit ce genre de choses dans un pays, et quand les communicateurs de la République viennent faire du vaudou dans un pays où l'on trouve, avant d'avoir cherché,
où l'on va chercher Charles Ateba Yene, on va chercher Bingono, pour venir nous expliquer que, en fait, ce sont des crimes rituels. Moi, je vis au Canada. Là-bas, il y a des crimes qui sont signés. Et on ne parle pas de crimes rituels. Il se passe des choses dans ce pays et l'on a besoin. Qui est le véritable ministre de la Défense de ce pays? C'est le chef de l'État. Il a nommé 4 ministres délégués, à savoir le ministre délégué chargé de la Défense, le ministre délégué à la gendarmerie, le ministre délégué aux anciens combattants et le délégué général à la Sûreté nationale. Ils doivent se manifester, ils doivent s'exprimer pour que force reste à la loi. Ils ne vont pas gagner. Je demande aux Camerounais de se mobiliser pour qu'on arrête avec ce genre de crimes dans notre pays. Et ça, je dis que si l'on continue comme ça, si l'on ne soutient pas nos forces de l'ordre, parce que là, je voudrais saluer le commissaire Evina, qui est à Mimboman, et qui a réussi, dimanche dernier, à mettre aux arrêts déjà 5 personnes. Mais on a besoin que la population se mobilise, que les hommes d'église se mobilisent, que tous les corps en tenue se mobilisent. Vous, les avocats, les magistrats, les policiers, que tout ce monde-là se réunisse pour que l'on n'ait pas ce genre de problème dans notre pays. Je crois que Charles Ateba Yene a commis un ouvrage dernièrement. On a plus passé du temps à corriger les fautes d'orthographe, de grammaticales, de syntaxe et de sens, mais il était porteur d'un message et je me rends compte qu'il était proactif. Pourquoi? Parce que il nous a permis de comprendre que notre pays était entré sous le règne de la violence et du sang. Et c'est ça qui est en train de se produire. Je dis que le ministre de la Communication la situation est grave, il doit entretenir en permanence, ne pas laisser la population paniquer. Parce que si la population panique, ça va se passer comme ça s'est passé en Espagne quand on mettait fin à la peine de mort. Non, je pense que la presse montre ses faiblesses. Et peut-être qu'elle aussi, elle est un peu traumatisée par la perception qu'on a de toutes ces questions-là. Ce qui se passe à Mimboman, apparemment, ce n'est pas qu'à Mimboman. Parce que quelqu'un a parlé de Sandbeng. D'autres ont parlé de ce qui se passe même ici à Douala dans certains quartiers. C'est-à-dire qu'il y a le développement d'une criminalité qui est soi-disant déguisée sous la forme de rituel et sur laquelle personne n'a de contrôle. Je pense que Mongo Betty avait déjà parlé de ça dans Trop de soleil tue l'amour et Branle-bas en noir et blanc. Il racontait l'enlèvement de Babette. Et donc son zamzam de chéri là va le chercher. Et ils vont se retrouver dans un château où Babette est enfermée avec d'autres jeunes filles pour le seul plaisir de ceux qui viennent disons, sucer le sang des vierges, en quelque sorte. Et je crois que c'est ça qui est en train de se passer. C'est-à-dire, ces gens-là faisaient ça, entre guillemets, ailleurs, et maintenant, c'est en train de totalement se démocratiser, se vulgariser. Alors, Sosten Foudan en appelle à la mobilisation des hommes d'église. Non, moi j'en appelle à la mobilisation des familles. Parce que il y a aussi la responsabilité des familles. Parce que c'est que des mineurs quand même. C'est que des mineurs. Comment on fait pour encadrer tous ces enfants, pour contrôler, pour empêcher que... Parce qu'il paraît qu'il y a même des enlèvements qui se font à la sortie de l'école. Dans un... Excusez-moi, Mahab, je sais que vous êtes pressé. Bon, oui, j'arrête. Parce qu'on va bientôt... C'est fini déjà. Oui, Fénélon Mahab, de vous donner l'opportunité vraiment de dresser mes condoléances à toutes ces familles si durement éprouvées, qui ne connaissent pas la candeur d'un enfant, la chaleur d'un enfant. Que le Cameroun ait choisi aujourd'hui de vivre ce sacrilège qui constitue à dépêcher les enfants, je trouve que c'est très 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 grave aujourd'hui. Je crois que si nos services de sécurité veulent, ils vont réussir l'exploit de nous mettre hors de danger. Parce qu'aujourd'hui, il fait peur d'avoir même un enfant, de voir son enfant sortir le matin pour aller à l'école. Mais est-ce qu'on va aller sur le plan judiciaire? Parce qu'il y a eu plusieurs mystères. L'affaire Djomo Pokam, j'ai un confrère qui vient de perdre deux de ses enfants, Maître Epagna. Encore, je suis de tout cœur avec lui. On n'en sait pratiquement rien. Tous ces crimes restent des mystères. Peut-être parce que ceux à qui bénéficient ces crimes ne veulent pas. Ce n'est pas une spécificité camerounaise. À Marseille, avec le procès du temple solaire, 4 pick-up de pièces à conviction ont été volées en pleine civilisation d'une juridiction. Les enquêtes sont menées, mais je voudrais dire aujourd'hui, la seule capacité
donc détient le Cameroun aujourd'hui pour vaincre, c'est la mobilisation des familles dans des quartiers pour se lever comme un seul homme et dire Et comme ça une ne va seule pas. femme. Parce que même les hommes de renseignement, Comme une la seule police, les magistrats, quand ils vont faire leur travail, est-ce que ce travail sera exploité à bon escient? J'ai la fièvre du Dans doute. tous les cas, les enquêtes sont ouvertes et puis on attend. Merci, messieurs, madame, merci d'avoir accepté ce rendez-vous. Nous sommes arrivés au terme de cette autre livraison droit de réponse sur Equinox Télévision cette semaine. Restez connectés sur les programmes de la chaîne dimanche lorsqu'il sera 12 h. Au revoir.